D'avenir, Nathalie Croiset. Bonsoir, bienvenue dans Paris d'avenir, tous les soirs à 21h sur BFM Business. Des projets, des entreprises innovantes d'Île-de-France, c'est ce qui fait le quotidien de l'entreprise. Ce soir, les jeunes et comment rapprocher les jeunes de l'entreprise. Plus d'un tiers des jeunes diplômés en 2011, il faut le rappeler, n'ont occupé aucun poste depuis la fin de leurs études. Les plus chanceux acceptent des emplois d'attente, parfois faute de mieux. C'est ce qui ressort d'une étude toute récente, publiée il y a quelques jours par l'Affiche, l'association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Jeunes et entreprises, alors enfin main dans la main, c'est le thème ce soir de Paris d'avenir, avec notamment Absatoussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice d'Ethnicia. Alexis Normand, bonsoir. Bonsoir. Analyste à la Fondation Concorde et auteur notamment de la publication La jeunesse française a-t-elle encore un avenir? Donc voilà, vous posez clairement la question. Stéphane Morvillez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général d'Ediane. Et enfin Hubert Mézin, bonsoir. Cofondateur de Mofil. Donc avec vous, on va voir vos témoignages, à chaque fois des profils différents, à la fois du côté, on va dire, du recrutement, et puis aussi ceux qui sont là, qui ont créé leur entreprise à votre image, Absatoussi. Alors justement, je parlais de cette étude de la part de vous, Alexis Normand, la Fondation Concorde, groupe de réflexion indépendant, il faut le rappeler, créé en 1997, plus de 2500 membres. Et donc cette étude, l'avenir, la jeunesse française a-t-elle encore un avenir? Il faut le dire, vous l'avez rappelé en début, il y a 3 étudiants français sur 4 qui, en 2011, avaient le sentiment d'appartenir à une génération sacrifiée. C'est pas très encourageant tout ça. Oui, tout à fait. Il y a même 17% des 16-29 ans qui pensent croire en l'avenir de leur pays. C'est 2 fois moins qu'en Angleterre, qui est quand même un pays pas si différent du nôtre. Bon, c'est 80% en Chine. Donc on est parti de ce constat un petit peu désolé avec un groupe de jeunes aussi de bonne volonté pour dresser un constat, un diagnostic en 3 temps. Un sur en quelque sorte l'essoufflement du modèle social français, un modèle qui vit à crédit, pas assez de croissance. Et puis, deuxième temps, c'est que les jeunes, essentiellement, sont victimes de cet essoufflement. C'est la variable d'ajustement, notamment sur le marché du travail. Et troisième temps, pourquoi est-ce que, depuis le temps que ça dure, puisque ça fait quand même 30 ans que la situation se dégrade... Oui, c'est un débat sur lequel on revient régulièrement, voilà, les jeunes, on ne peut pas dire le contraire. Et on propose notamment le contrat unique. Et bon, c'est pas une proposition nouvelle, mais pourtant, c'était déjà au programme en 2007. C'est toujours pas sur la table. Alors on se pose la question et en fait on critique plutôt un modèle politique figé, peut-être parce que les élites politiques elles-mêmes sont figées. Donc voilà un petit peu le contenu. Faire bouger les lignes aussi en matière d'éducation, ça c'est clair. Alors on a quelqu'un qui va témoigner aussi évidemment, Absatoussi, donc fondatrice d'Ethnicia. Ça c'était en 2005 que vous avez créé ces espaces de beauté. Vous êtes, alors évidemment pour ceux qui jettent un œil aussi sur M6, il y en a qui écoutent et qui regardent BFM Business mais qui suivent aussi M6. Vous êtes membre du jury de l'émission L'Inventeur 2012 aux côtés de Philippe Bloch qu'on connaît bien, BFM Business aussi. D'ailleurs je crois que vous avez décidé de changer le nom de votre marque là et de l'appeler Absatoussi. Donc maintenant ça y est, vous devenez une vedette. Donc vous avez décidé de créer votre entreprise. Est-ce que c'est par défaut justement, à défaut de trouver une place dans une entreprise? Non, c'est pas par défaut, c'était par choix. C'est quelque chose qui était en moi depuis très très jeune. Et dès que j'ai pu sauter, j'ai sauté. Comme quoi, vous le dites aussi, vous venez des quartiers, on en parle souvent aussi. Voilà, vous n'avez pas eu de crainte de vous lancer dans l'aventure et de vous dire voilà, ça va peut-être être plus difficile pour moi. Non, parce que c'est pas plus difficile et en plus venir des quartiers, on a la chance aussi de venir des quartiers. On arrive avec d'autres idées, une autre vision du marché et quand on vient de milieu aisé, c'est exactement la même chose. Donc moi, je pense qu'on a la chance de son histoire et il faut en faire quelque chose. Mais vous avez eu quand même un parcours, voilà, un bac pro, un BTS pro, voilà, vous avez continué, vous avez eu quand même des petits boulots, un peu comme beaucoup de jeunes aussi, avant finalement voilà, de vous lancer dans l'aventure. Moi j'ai commencé à travailler, j'avais même 12 ans. Je disais que je faisais déjà du business et que j'étais déjà une businesswoman parce que j'étais la plus riche des jeunes de mon âge. Donc oui, j'ai commencé tôt et j'ai un parcours qui est totalement atypique, mais je pense que pour devenir entrepreneur, le plus important c'est l'école de la vie, le terrain. Et le terrain aussi, le terrain c'est en entreprise. Alors typiquement, voilà, à vos côtés, notamment Stéphane Morvillez, donc Ediane, société de conseil en management et système d'information, créée en 1984. Vous êtes à Paris, quand même plus de 400 collaborateurs, répartis entre la France et la Tunisie aussi, près de 90 clients actifs. Vous, voilà, évidemment vous, en tant que société de conseil, de management, système d'information, vous recrutez. Bon, la crise aussi est passée par là, mais il faut aller les chercher aussi ces jeunes quand même. Tout à fait, tout à fait. Nous recrutons, une grande majorité de nos recrutements portent sur de jeunes diplômés, quasiment 50%. Donc
C'est un point extrêmement important pour nous. Et nous recrutons aussi beaucoup de diplômés différents, c'est-à-dire que notre positionnement, à la fois en consulting, à la fois en ingénierie, à la fois sur de la qualification, des tests logiciels, nous amène à recruter des écoles de commerce, des diplômés d'écoles d'ingénieurs. Voilà, donc nous sommes très, très actifs et je pense que aussi notre responsabilité en tant que dirigeant, entrepreneur, d'essayer de créer des passerelles entre le monde de l'entreprise et le monde des jeunes qui, on le voit, on le sait, a beaucoup de difficultés à intégrer aujourd'hui la société. Ouais, parce que là, vous parlez aussi des jeunes diplômés. Il y a aussi ceux qui ont parfois aussi des difficultés, mais qui ont envie d'avancer, qu'on les accompagne aussi au sein de l'entreprise et dans l'entreprise. Voilà, donc on cherche vraiment par tous les moyens, pourrais-je dire, et on y reviendra probablement, à recruter plus de jeunes diplômés. Alors parfois on a des capacités, on a des moyens, on a des responsabilités, des projets que nous menons nous-mêmes et qui nous permettent d'intégrer des jeunes, et c'est important, le management intergénérationnel notamment, booster les équipes, mais aussi chez nos clients, les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance. On cherche aussi à les aider à transformer l'essai et à les amener à recruter de jeunes diplômés. Donc on cherche à les convaincre en quelque sorte, et on a mis en place une offre dont nous pourrons parler. Bien sûr, et intergénérationnel, ça revient souvent, hein, même dans le discours politique en ce moment. Et enfin, Hubert Mézin, donc cofondateur de Mofil. Alors vous êtes tout jeune, on va dire, parce qu'en fait, créé cette année, et la version définitive de votre site, c'est même pour le 1er septembre. Donc là, si on va jeter un œil encore, c'est on va dire, en cours d'installation. Maintenant, voilà. Donc on a lancé le 1er avril, on a lancé 3 versions différentes de Mofil, 3 versions bêta, 3 versions test. Et donc là, on a repassé le site en développement pour les 3 prochains mois, les 2-3 prochains mois, jusqu'au lancement le 1er septembre. Alors, il faut le dire quand même, c'est une start-up qui est spécialisée dans le recrutement des étudiants et des jeunes diplômés en mettant en avant leurs capacités, leur personnalité. Vous avez un slogan, c'est « Be yourself, be unique ». Comme ça, je crois que vous ambitionnez d'être le premier site de recrutement de ce type-là. Exactement, oui. Alors on est sur un marché qui aujourd'hui semble complètement atomisé. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Je crois qu'il faut revoir le recrutement en profondeur et concrètement, pas seulement sur le web, des sites web sur le recrutement de petites annonces, il y en a plein. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir la manière de recruter. Et la manière de recruter selon moi, la plus intelligente, c'est non pas de baser le candidat sur ses compétences, mais de baser sur la capacité qu'il a à utiliser ses compétences. Et je crois que c'est indispensable de connaître, même au sein de l'entreprise, la personnalité de l'individu pour pouvoir mieux l'intégrer au sein des équipes et en faire une personnalité unique et non plus un CV ou un diplômé parmi d'autres. Voilà, donc voir différemment un peu le recrutement, c'est l'un des enjeux et on va en parler et y revenir après une première pause dans Paris d'Avenir sur BFM Business. Tous les week-ends sur BFM Business, BFM Academy 2012 avec Nicolas Dose. Le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Chaque semaine, 2 candidats vous présentent leur projet. Le 23 juin, il n'en restera qu'un. BFM Academy 2012, ils y croient. Mais croirez-vous en eux ? BFM Academy avec HP Office Jet Pro. Imprimante professionnelle, partenaire de toutes les entreprises. Quand on aime l'action en bourse, on garde toujours un œil sur Bing.fr, comme les 500 000 clients de Bing en Europe. Bing.fr, le site conçu pour les investisseurs actifs. Simple, performant, moins cher. Bing.fr, pour ceux qui aiment l'action en bourse. – 21h, 22h, BFM Business, Paris d'Avenir, Nathalie Croiset. Un quart des jeunes actifs quand même au chômage, on le dit souvent quand on dévoile les chiffres du chômage, et certains mettent parfois de 8 à 11 ans pour décrocher un CDI, parfois peu payé, les jeunes en intérim, des CDD, des stagiaires, on le sait bien, qui vivent dans la plus grande précarité. Alors comment faire évidemment pour qu'ils aillent à la rencontre de l'entreprise, jeunes et entreprises, enfin main dans la main, c'est le thème ce soir de Paris d'Avenir avec Absatoussi, fondatrice d'Ethnicia, Alexis Normand, analyste chez au sein de la Fondation Concorde, Stéphane Morvillez, directeur général d'Ediane, et enfin Hubert Mézan, cofondateur de Mofil. Je me tourne vers vous, Stéphane Morvillez. On dit souvent la mauvaise adéquation, on va dire, entre la formation, l'emploi, l'accès à l'entreprise. Vous qui dites vous-même que vous allez chercher des jeunes diplômés, ça veut dire qu'ils ne viennent pas
peut-être naturellement vers vous, qu'il faut aller les chercher. Donc finalement, la difficulté de recrutement dont parlait Hubert Mézin avant la pause. Nous intervenons sur des secteurs le numérique, le consulting, qui généralement sont plutôt des secteurs assez porteurs et assez tendus. Bon, la crise est passée par là, et clairement, les jeunes diplômés, même les mieux diplômés, aujourd'hui, ont de réelles difficultés à trouver des emplois. Et notre ambition, vous l'avez compris, en recrutant 50% de jeunes diplômés, c'est d'aller aussi à leur rencontre. Et ce n'est pas forcément toujours si facile que cela non plus. Donc effectivement, des outils de ce type peuvent nous aider. Mais notre ambition aujourd'hui est effectivement d'avoir la capacité de trouver, comme je le disais, plus de passerelles avec le monde de l'entreprise, puisque nous sommes un intervenant B2B, nous travaillons pour des grandes compagnies d'assurance, des banques, etc. Et on sait qu'effectivement, ces structures-là voient le recrutement, l'intervention d'un jeune comme un investissement d'avenir. Et malheureusement, aujourd'hui, avec la crise, elles le voient plus comme une dépense à court terme. Et nous cherchons donc à monter une offre, à convaincre ces clients de nous faire confiance, de faire confiance aux jeunes diplômés pour, à un moment donné, augmenter, multiplier les postes en CDI, les postes sans déclassement, les postes effectivement statut cadre. Voilà, donc nous participons vraiment activement à la capacité des jeunes à rejoindre des entreprises dans un secteur extrêmement dynamique. Oui, alors en même temps, ce que vous dites, ce n'est pas très encourageant, c'est ce qu'on disait Alexis Normand, parce qu'on a l'impression qu'il y a un fossé quand même qui se creuse, malgré tout, entre l'entreprise et les jeunes, puisqu'ils le voient comme une dépense supplémentaire, c'est exactement le terme que vous avez employé. C'est 25% des moins de 25 ans au chômage, mais c'est ceux qui ont un travail, 50% des contrats précaires, des contrats courts. Et ce que ça veut dire, c'est que pour les plus jeunes qui trouvent un emploi, le poids du diplôme est déterminant, c'est ce que vous citiez tout à l'heure. Donc, en quelque sorte, on n'a pas le droit à une seconde chance. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est pour ça que dans le rapport auquel j'ai participé, on plaide fortement pour un contrat plus flexible, des contrats uniques, essentiellement pour donner aux gens une chance de commencer, quitte, s'ils ne sont pas faits pour le poste, à changer. Mais c'est précisément à cet âge-là qu'on a besoin de mobilité. Et sinon, c'est effectivement le problème, c'est que le diplôme devient déterminant. Oui, alors le diplôme devient déterminant, ça aussi c'est quelque chose où on essaye de faire bouger les lignes, parce qu'on a l'impression que peut-être en France, on est toujours focalisé sur le diplôme. Oui, on est toujours focalisé sur le diplôme. Vous parliez tout à l'heure de la capacité d'adaptation aussi des jeunes. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance, justement, moi j'ai pas de diplôme de grandes écoles. J'ai fait un BEP secrétariat, un bac pro secrétariat, puis un BTS commerce international. Je pense qu'on a le droit de se réorienter aussi à un moment. Mais je pense qu'il faut aussi... Il y a des jeunes qui suivent le parcours plutôt pratique, c'est-à-dire professionnels, qui ont moins de théorie mais plus de pratique, qui peuvent s'adapter plus rapidement aussi au monde de l'entreprise. Et je pense qu'il faut leur laisser la chance ou faire en sorte qu'ils puissent être formés aussi en interne, même sans avoir le diplôme requis pour le poste. Mais en interne, typiquement, c'est l'alternance dont on parle souvent. On prend souvent exemple sur l'Allemagne en disant qu'il faudrait qu'on accélère le mouvement, même si souvent, quand on regarde les chiffres dans les entreprises, les contrats d'alternance sont cassés. Parfois, ça ne dure pas. C'est-à-dire que le problème avec justement le dualisme du marché du travail, c'est que ça devient un symbole de cette précarité et c'est toujours moins cher de prendre quelqu'un dans un nouveau contrat précaire, dans un nouveau CDD, que de le passer en CDI parce qu'il faut un saut de productivité qu'on n'arrive pas à mesurer. Donc la plupart du temps, on ne le fait pas. Alors, il y a effectivement des parcours alternatifs qui sont très encourageants, qui marchent très bien. On a envie que ça soit le cas. Mais malheureusement, c'est plutôt l'exception que la règle. Et c'est pour ça qu'on recommande cette solution forte, structurelle en fait. C'est-à-dire que le marché du travail, ce qui handicape les jeunes, c'est la rigidité et le coût du travail et la formation. Donc tant qu'on n'aura pas touché à ces trois éléments, il me semble qu'on aura des success stories individuelles, mais pas une solution globale. Et quand on arrêtera aussi de considérer les voies professionnelles comme des voies de garage. Parce qu'on dit tout le temps, le secteur professionnel, c'est une voie de garage, c'est pas aussi bien que le secteur plutôt généraliste. Les reconnus les diplômes, voilà, sur diplôme. Tout à fait. Alors que moi je suis sortie de 3e générale et je me suis dit que j'étais plus fait pour la pratique que la théorie. J'avais envie d'entrer dans le monde du travail un peu plus tôt que prévu et ça m'a rendu service. Et quand
quand j'ai été rejoint par des gens justement qui sortaient de parcours totalement généralistes, j'avais des choses à leur apprendre sur la partie plutôt pratique et eux, effectivement, sur la théorie. Donc je pense que l'alternance, c'est un excellent moyen d'amener les jeunes plus tôt dans l'entreprise et de leur faire découvrir le monde de l'entreprise sous un point de vue un peu différent plutôt que celui qui est totalement dessiné et imposé. Alors, allez-y, je vais faire réagir. L'alternance, c'est très bien. On s'inspire du modèle allemand, c'est parfait. En Allemagne, d'ailleurs, on peut commencer en alternance et devenir PDG d'une grande entreprise parce que, justement, c'est reconnu. En France, il y a l'alternance, mais c'est dans un gros paquet de contrats précaires. Il y a le CDD, l'intérim, et du coup, il faut pas. C'est l'arbre qui cache un peu la forêt, même si on peut pas contester que ce soit une bonne chose. Bon, en attendant de faire totalement bouger les lignes, peut-être il faut faire bouger les lignes en matière de recrutement. Hein. Typiquement, Hubert Mézin, c'est ce que vous essayez de faire. Souvent, on dit quand on regarde, voilà, les recrutements sont pas faits, sont faits parfois sans réelle analyse, malheureusement. Et voilà, il faut remettre ça à plat. Hein. Voilà, oui. Tout à fait. D'abord, il faut savoir qu'il y a 58% des RH qui considèrent qu'ils n'ont pas d'autonomisation de toutes leurs procédures. Autrement dit, aujourd'hui, chacun fait un petit peu à sa sauce. On essaye de mettre des normes, des règles. Donc ça veut dire que c'est assez subjectif, vous voulez dire. Et donc ça reste assez subjectif, puisque finalement, en fait, le réel entretien se fait, tri se fait sur l'entretien. C'est-à-dire que le recruteur va baser toute sa pensée, tout ce qu'il pense de la personnalité de l'individu, sur ce que lui, finalement, voit, interprète de la personne. Je pense que, dès le départ, il faut prendre conscience que cette fracture entre les jeunes et l'entreprise, elle est corrigible. Elle est corrigible, non pas en essayant de trouver des solutions. Alors, vous parliez tout à l'heure du contrat unique. Ça peut être une solution. Je pense qu'il faut aussi regarder au-delà du niveau micro ou macroéconomique, plus déjà au niveau microéconomique. C'est-à-dire qu'il faut voir que la réalité du fait, et la réalité du fait, c'est d'être capable de permettre aux candidats, de permettre aux jeunes diplômés, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur niveau de compétence, vous en parliez tout à l'heure, au niveau qu'on ait fait un BTS, ou qu'on ait fait de l'alternance ou pas, ou qu'on ait fait des grandes écoles, je crois qu'il faut donner la possibilité aux étudiants de montrer leur capacité, leur personnalité, et qu'avant de vendre leurs compétences auprès des entreprises, puisque c'est ce qu'ils vendent aujourd'hui, d'être capable de leur donner la possibilité de vendre leur personnalité, ce qu'ils sont réellement, leur valeur finalement réelle dans l'entreprise. Et c'est ce que vous mettez en avant, et ce qu'on va comprendre aussi concrètement, parce qu'on va essayer d'être un peu positif. Là, on a vu évidemment, et ça on le sait, hein, malheureusement, on sait le nombre de jeunes actifs au chômage, mais qu'on peut essayer quand même de faire bouger les lignes. Donc on se retrouve après une nouvelle pause dans Paris d'Avenir et Journal de l'économie sur BFM Business. Paris d'Avenir.